avec un mot un peu barbare, incarnation ou emachination. Il faut choisir. Une allusion au transhumanisme. Je n'aime pas les prothèses. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Bon. Vous n'avez pas besoin de le tenir, vous pouvez juste le poser là-dessus. Gardez-le devant. Le transhumanisme est un mouvement universel que vous soutenez vous-même chaque jour, chaque fois que vous cliquez sur Google. Pourquoi? Parce que vous enrichissez cette compagnie qui est le fer de lance du mouvement transhumaniste dans le monde. Et parce que le scientifique le mieux payé au monde, qui s'appelle Rick Kurzweil, est le directeur de la recherche chez Google et en même temps le fondateur du mouvement transhumaniste. Je dirai 2 mots de plus tout à l'heure pour préciser la nature du mouvement. Je ferai appel aux lumières de 4 auteurs dans cet exposé: Aldous Huxley pour le diagnostic, Gustave Thibon, Lewis Mumford et Ludwig Klages pour la réflexion sur les causes et les remèdes. L'incarnation suppose l'existence de 2 dimensions distinctes. Elle est la présence de l'esprit dans la matière et son rayonnement à travers elle. Dans le cas d'un paysage, la matière, c'est la nature. Dans le cas d'une œuvre d'art, c'est la couleur, le son ou la pierre. Dans le cas de l'être humain, la matière, c'est la chair. Le Verbe fait chair est le modèle de toute incarnation. Ce sont les transhumanistes, avec leur cyborg comme modèle, qui nous ont obligés à utiliser le mot emachination par opposition au mot incarnation. Il ne suffit pas de parler de désincarnation à propos des transhumanistes. Il y a une volonté de devenir machine qui nous oblige à utiliser un mot comme emachination. Si vous en trouvez un plus beau, je l'accepterai avec plaisir. L'emachination, c'est la greffe de machines sur une chair elle-même réduite à sa dimension mécanique. Ces machines peuvent être des capteurs, des instruments de mesure, de diagnostic, d'injection de produits chimiques. Ce processus est unidimensionnel. Aux yeux des transhumanistes, il s'agit là d'une transition depuis le vieil homme incarné vers une nouvelle espèce supérieure, au chapitre de la longévité notamment. Dois-je vous expliquer pourquoi je choisis les personnages du meilleur des mondes de Huxley comme exemple dans Machination? Vous avez à l'esprit le souvenir du meilleur des mondes? The Brave New World? Si les personnages ont une liberté superficielle qui leur permet de choisir leur partenaire sexuel, leur destination en voyage ou leur nourriture, ils ne possèdent qu'à un degré minimal l'autonomie qui caractérise le vivant. Ils ne sont pas vivants si je me fie à la définition du vivant que je viens d'entendre dans la précédente conférence. Ils ne sont pas autonomes, ils sont hétéronomes. Ils sont mus de l'extérieur par des drogues et des conditionnements de tout genre. Être mu de l'extérieur, c'est la condition des machines. S'il n'y a pas encore d'identification totale entre ce meilleur des mondes et le monde actuel, la similitude est de plus en plus frappante. Plus de famille. Dans le meilleur des mondes, il y a des utérus artificiels, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de père. Une sexualité exutoire entre partenaires occasionnels, il n'y a plus de passé. La mort est toujours là, mais si douce qu'on ne la sent plus. Dans la seconde préface de son livre, celle de 1946, Aldous Huxley écrit « À tout bien considérer, il semble que l'utopie soit plus proche de nous que quiconque ne l'eût pu imaginer. » Il y a seulement 15 ans. À cette époque, je l'avais situé à 600 ans dans l'avenir. Aujourd'hui, il semble pratiquement possible que cette horreur puisse s'être abattue sur nous dans un délai d'1 siècle. Il dit ça en 1946. Or, 1 siècle, c'est demain, c'est 2046, une année après la date prévue par les transhumanistes pour la singularité. Qu'est-ce que c'est que la singularité? C'est le moment où la puissance des ordinateurs dépassant la puissance du cerveau humain. Et là, je ne vous parle pas il y a une université en Californie. Il existe une université de la singularité à côté du site de Google. Et la singularité, pour résumer, c'est le moment où il y aura ce virage où l'ordinateur, le cerveau électronique deviendra plus puissant que le cerveau humain, avec tout ce que ces gens-là imaginent
derrière tout ça. Hein? Ils rêvent, les transhumanistes, entre autres choses, rêvent d'une immortalité qui va consister à transférer le contenu du cerveau humain sur un disque dur, je schématise, et installer ce disque dur à l'intérieur d'un robot, d'une chair devenue métal. C'est ça les choses qui font rêver les enfants actuellement. Hier soir, il y avait 50 jeunes vestales qui adoraient le nouveau Dieu dans l'hôtel ici. 50 jeunes filles, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles étaient toutes devant Google. Une seule sur les 50 lisait. Moi, j'avais l'impression que c'était des vestales qui entretenaient le feu du culte transhumaniste. Dans un livre qui remonte aux années 1980, le psychiatre Claude Allard appelle complexe d'Héphaïstos les troubles psychiques résultant de cette empreinte de la machine. Héphaïstos, le forgeron, le mécanicien de l'Olympe, est ce dieu boiteux, malheureux en amour, pauvre sur le plan affectif, qui par compensation s'est spécialisé dans la fabrication de robots, dont 2 femmes en or, ses servantes, et des pièges mécaniques à l'aide desquels il se venge des gens plus heureux que lui en amour. C'est mon interprétation, en quelques mots, du phénomène transhumaniste. Les institutions ressemblent... Les artistes se mettent alors à s'inspirer du modèle mécaniste et parfois même à peindre et à composer comme des machines. Les métaphores exprimant la vie disparaissent du style des écrivains. Moi, j'ai le sentiment que la désertification de la planète a commencé par la désertification du style des universitaires. Les métaphores exprimant la vie disparaissent. Dans la musique pop, nous rappelle Roger Scruton, les rythmes de la vie sont remplacés par les répétitions de la machine. Les institutions ressemblent de plus en plus à des organigrammes plutôt qu'à des organismes. On en vient même à un point où l'identification aux machines, d'abord vécue comme une aliénation, devient un sentiment d'autant plus rassurant qu'il trouve une confirmation partout autour de soi. C'est devenu une promotion que de se présenter comme homme-machine. La promotion qui est faite notamment actuellement par les propriétaires de Tesla, cette voiture toute puissante qui se guide elle-même et qui est le symbole de ce à quoi elle veut ressembler l'être humain. Malheur toutefois au sauvage qui apporte la mauvaise nouvelle de leur machination. Je me sens un peu dans le rôle de ce sauvage. Vous vous souvenez qu'à la fin du Meilleur des mondes, il y a un dialogue merveilleux entre un sauvage, quelqu'un qui vivait dans une réserve, comme certaines régions du Québec où je vis, une réserve où on lisait Shakespeare, on connaissait Thérèse d'Avila, on lisait Saint-Jean-de-la-Croix, que le sauvage sort de cette réserve-là et arrive au pays de la civilisation où il est très mal reçu. Il finit par se pendre tellement il est désespéré de voir qu'on l'a fait paraître dans un film pour se moquer de lui. Alors, quand ils se regardent les uns les autres, les habitants du pays de la civilisation, c'est comme ça que j'appelle le meilleur des mondes, s'estiment normaux parce qu'ils se ressemblent tous. On pourrait appeler cette illusion la cécité au semblable. Ce phénomène, bien d'autres l'ont décrit avant moi, dont Gustave Thibon, notamment dans une page de Le voile et le masque qui a été à l'origine de ma réflexion sur le sujet. C'est écrit en 1952. À mesure que l'homme se désintègre, la mécanique l'emporte de plus en plus en lui sur le vivant. C'est le cas par excellence pour la névrose avec ses blocages et ses refoulements. Et il se reconnaît dans une doctrine qui rend compte de cette désintégration intérieure. Car c'est par l'âme, car c'est l'âme qui fait l'harmonie et l'unité, et moins il y a d'âme, c'est-à-dire plus le psychisme tend à se décomposer en ses éléments, plus aussi l'analyse coïncide avec la vérité. Vérité d'en bas, mais vérité à ce niveau. Autrement dit, la lumière projetée par Freud sur un certain type d'humanité n'est que le reflet de ce même type dans l'observation et dans la pensée de Freud. J'ajouterai, il se reconnaît non seulement dans la doctrine qui rend compte de cette désintégration intérieure, ici il s'agit du freudisme, mais aussi dans chacun de ceux qui subissent la dite désintégration. Le freudisme, soit dit en passant, est un exemple bien moins convaincant que ne peut l'être aujourd'hui le post-humain et l'homme réduit à son cerveau. L'âme étant ainsi définie comme principe de vie et d'unité, on comprend que la dérive vers la mécanique et la perte de l'âme sont une seule et même chose.
Ce qui complique encore la situation, car comme le disait le même Gustave Thibon, la perte de l'âme est indolore. Nous voici devant l'un des grands paradoxes de la condition humaine. Une douleur insupportable nous avertit de la carie d'une dent. Rien ne nous avertit de la désintégration de notre être intérieur. Oui, qui, dans ces conditions, osera avertir ses semblables du risque qu'ils courent en s'assimilant aux machines? C'est ce que Nietzsche, à mon avis, a tenté de faire. Dans l'espoir de faire passer cet insupportable message, il s'est identifié à Zarathustra, un prophète d'un passé lointain et obscur pour la plupart de ses lecteurs. En vain, la machination de l'être humain n'est pas le principal message qu'on a retenu de Nietzsche. Au même moment, l'idée d'origine cartésienne que le corps est une machine s'imposait parmi les biologistes et les médecins. L'idée que l'âme existe et qu'elle est un principe d'unité et de vie était par le même exclue. Cela créait au cœur de la connaissance un vide dont nous commençons à peine à mesurer l'importance. Vous demandiez tout à l'heure comment analyser l'inanalysable. Moi, quand je réfléchis à la vie comme qualité, je me pose la question suivante. Comment penser la vie hors de l'analyse? La différence, Claude Bernard avait eu gain de cause, tout était devenu quantitatif dans les sciences de la vie. La différence entre la santé et la maladie se réduisait à quelques grammes de sucre ou de fer en plus ou en moins. L'aspect qualitatif de la vie était banni de la connaissance objective. L'expérience avait beau continuer de nous prouver que la vitalité varie d'une personne à l'autre, que certaines maisons, certains styles sont très vivants tandis que d'autres le sont moins, cela, n'étant pas mesurable, chiffrable, n'avait guère d'intérêt. C'est ainsi que nous nous sommes accommodés de la cécité à la vie comme qualité. Cécité à la vie comme qualité, ce qui nous rend incapables de voir autour de nous toutes les formes de robotisation qui s'accélèrent. Il y a d'autres obstacles majeurs sur la route de la lucidité dans ce domaine. La vie comporte des inégalités. Nous n'avons pas tous le naturel athlète de Milon de Crotone. La culture, la religion, la politique peuvent réduire ces inégalités dans le respect de la nature, mais la passion de l'égalité est aujourd'hui si grande qu'on a de plus en plus... Quand je parle de passion de l'égalité, je parle par rapport à la nature. On n'accepte plus l'idée qu'il y a des différences à la nature. On présume que des procédés techniques vont mettre les gens même au point de départ. Notre conception dominante de l'éducation repose sur ce refus de l'égalité à l'origine. Alors, on se croit capable, avec les techniques actuelles, de transformer n'importe qui en athlète de premier ordre. Vous me direz qu'il y a une égalité alors, mais c'est une inégalité d'un autre ordre. Quand j'ai lu il y a quelques années les propos de Gunther Anders sur la honte d'être né plutôt que d'avoir été fabriqué comme une machine, j'ai eu à lutter pour chasser de mon esprit la pensée la plus désespérante qui l'ait jamais envahie. Les hommes préféreront être égaux en tant que machine qu'inégaux en tant que vivants. Une seule pensée me console. Les effarantes inégalités actuelles ne sont pas dues à la vie, à la nature, mais à cette implacable volonté de puissance qui traite le corps comme un outil au service de la réussite économique. Toutes les autres réussites, artistiques, sportives ou même religieuses, voire la fortune des preachers aux États-Unis, étant subordonnées à cette réussite économique. La résilience de la vie comme qualité dans ces conditions servirait la cause de l'égalité. Mais après ma barre, hélas, on est contre l'égalité quand on est pour la vie. On est contre la liberté aussi parce qu'on la conçoit généralement aujourd'hui comme réduite au choix entre des objets de consommation, comme dans le meilleur des mondes. Plaisir, destination, spectacle, machine par opposition aux choix fondamentaux, rester médiocre ou devenir meilleur, devenir autonome. Vous parliez des choix fondamentaux tout à l'heure. La vie comme qualité est imprégnée de rythmes également présents de la nature. Ces rythmes annuels, saisonniers, mensuels, quotidiens sont de plus en plus perçus comme des contraintes. Le mot libération en est venu à signifier d'abord échapper à ces rythmes, c'est-à-dire s'éloigner de la vie. Alors, voilà le prophète. Alors là, vous voyez que le message, celui qui tient ce discours, il s'oppose à la vérité scientifique, parce qu'il tient sur l'avis des propos que M. Popper n'approuverait pas.
il s'oppose à l'égalité et il s'oppose à la liberté. Alors voilà un message, voilà qui explique pourquoi existe ce que j'appelle la cécité au semblable. Nous ne pouvons pas voir les robots autour de nous parce que nous sommes robotisés presque tous au même degré. Et alors, celui qui ose dire qu'il ose s'élever contre ce problème-là, ça met dans une bien délicate situation parce que il a l'air de dire que lui, il fait exception à la règle, que lui, il est vivant. C'est pour ça que j'aime bien me mettre dans la peau du sauvage du meilleur des mondes. Alors, écoutez, j'ai déjà pris un moment. Hein. Soyez Encore 5 minutes, soyez dur. Soyez dur parce qu'il y avait 4 personnes tout à l'heure. Il fallait un impératif technologique qui arrête le courant de la vie. Voilà. Allez, 5 minutes. Oui, mais... OK. Alors, bon. Alors, je veux évoquer... Nous avons créé un site Internet qui s'appelle homovivens.org en souvenir de saint Irénée, entre parenthèses, qui a écrit Homo vivens gloria Dei, qui a parlé d'Homo vivens comme tel. Et nous avons créé ce portail avec l'espoir d'en faire un haut lieu pour la défense de l'homme en tant qu'être vivant et pour le développement de l'esprit critique à l'égard de ce que nous appelons la machination, tantôt la robotisation. Dans ce site, vous allez trouver, dans ce site qui est aussi lié au grand débat écologique, vous allez trouver une liste de ceux que j'appelle les fondateurs de la réflexion sur l'écologie, depuis Goldschmidt jusqu'à Schumacher, Ivan Illich. La plupart de ces auteurs-là ont contribué à la réflexion sur le sujet dont je parle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais me limiter à 2 auteurs qui m'ont inspiré et qui, à mon avis, sont à l'origine lointaine de cette réflexion sur la machination. Lewis Mumford et Ludwig Klages. Juste pour une citation de Mumford sur la fondation, parce que c'est par le biais de la réflexion sur l'architecture que Mumford en est venu à sa conception de la cité organique. Si vous lisez si vous vous souvenez de la cité à travers les âges, vous verrez à quel point Mumford est touché par ce qu'il appelle la cité organique, qui suppose un lien étroit entre l'homme et le cosmos, qui a un haut degré d'incarnation. Les dieux, à propos de la fondation d'Athènes, il écrit « Les dieux et les nymphes hantaient les pentes de l'acropole, bien avant qu'un palais ou un temple y ait été construit. Les influences primitives les plus lointaines demeurent là en étroite union avec les formes esthétiques les plus achevées, comme elles le demeureront beaucoup plus tard dans les cathédrales gothiques avec les gargouilles, les arcs-boutants et les cryptes. » Alors, dans un de ses premiers livres, écrits dans les années 30, Mumford prend position de façon étonnante sur le sujet qui m'intéresse ici. Les aristocraties du monde entier, dit-il, n'ont jamais mis en doute la suprématie de l'habitat, du jardin et du temple, au-delà des mécanismes les plus élémentaires de l'existence, et les civilisations primitives folkloriques desquelles les aristocraties ont si souvent surgi ne se sont jamais éloignées de ces réalités. Dans les contes nordiques, les nains sont vus comme des monstres bizarres parce qu'ils sont des travailleurs acharnés et n'ont aucune fierté ou joie si ce n'est dans le travail qu'ils accomplissent et dans les méfaits auxquels ils se livrent. La grande hérésie du monde moderne, c'est qu'il a cessé d'adorer les seigneurs de la vie qui font couler les rivières, poussent les animaux à s'unir et font surgir le miracle annuel de la végétation. Il s'est plutôt agenouillé devant les nains, le monde actuel, et leur mécanique infantile, et devant les géants et leur pouvoir stupide. De nos jours, nos vies sont perpétuellement menacées par ces travailleurs acharnés. Nous sommes entourés par leurs machines et en guise d'adoration, nous remplaçons les moulins à prière par des impératifs bureaucratiques. J'aurais beaucoup de choses à dire sur Klages, mais je vais vous le présenter brièvement comme un disciple de Nietzsche en ce qui a trait à la réflexion sur les rapports entre la raison et la vie. Et Klages a approfondi et systématisé les intuitions de Nietzsche sur les rapports entre l'esprit et la vie.
Son œuvre paraît de plus en plus significative et prophétique au fur et à mesure que la crise écologique s'aggrave. En 1913, il a prononcé devant les représentants de la jeunesse allemande une conférence intitulée « L'homme et la terre » qui présente toutes les caractéristiques d'un manifeste écologique. On y trouve, à côté d'une liste des espèces menacées et disparues en Europe, un tableau de l'appauvrissement des cultures perdant leurs fêtes et leur folklore. Cette conférence, publiée dans un livre portant le même titre, Mensch und Erde, pourrait bien être considérée comme l'un des premiers grands manifestes écologiques. On peut opérer ici un premier rapprochement entre Mumford et Klages. L'un et l'autre associent l'appauvrissement des cultures à une régression générale de la vie. Toutes les formes de vie sont liées entre elles comme les éléments d'un écosystème, de sorte que, lorsque la vie est attaquée dans une culture, elle se retire de toutes ses manifestations, des communautés et des écosystèmes aussi bien que des personnes et des créations. Maisons, villes, œuvres d'art, à l'instar de la mer qui, à marée descendante, se retire uniformément de toutes les baies. Le retour de la vie ne peut s'opérer que de la même manière, simultanément, dans toutes les manifestations de la vie. Un des thèmes favoris de Klages, c'est ce qu'il appelle la montée du formalisme. La montée du formalisme qui dure depuis 4 siècles, qui se caractérise, qui se manifeste dans les sports, par le culte du record, dans l'économie, par la bourse, notamment par le règne du chiffre en général. Et le règne de la quantité, qui est aussi le titre d'un livre marquant du siècle dernier de René Guénon, illustre bien l'hypertrophie de l'esprit qui se traduit dans les faits que nous pouvons observer. Ce règne de la quantité, Klages l'appelle formalisme, et c'est là un thème important de son œuvre. Il consiste dans la pensée par signe pur. La pensée par signe pur, c'est encore la pensée désincarnée. La pensée par signe pur, comme dans la programmation. Il se manifeste par la prolifération du chiffre. Le signe domine le signifié, et la pensée par signe pur remplace la pensée par unité significative et même par concept. C'est en cela que consiste l'essence même du formalisme. Et alors, on pourrait disserter longuement sur les raisons qui amènent Klages à considérer le culte du record, qui est le sommet du formalisme, comme étant un phénomène hystérique, caractéristique selon sa conception à lui de l'hystérie. Mais je voudrais juste souligner en terminant que, comment dire, si on parlait du désir tout à l'heure, pour Klages, le couple fatal dans l'homme, c'est le couple volonté par opposition qui est lié à l'esprit, par opposition au désir qui est lié à l'âme, volonté formaliste, qui, au lieu de vivre son rapport avec le corps comme un signe, comme avec un signe, comme avec une lyre, vit le rapport avec le corps comme un instrument, comme une machine. Et, en parenthèse, je termine avec une citation de Cioran. Une des raisons pour lesquelles Klages est si peu connu, il y en a beaucoup de raisons, notamment son antisémitisme, mais il y a une autre raison pour laquelle il est très peu connu, c'est qu'il est d'un pessimisme insupportable. Et il était le maître de Cioran. Alors, le plus beau texte, le texte qui illustre mieux la conception de la volonté et du volontarisme, là, on est à l'opposé du mysticisme dont on parlait tout à l'heure. Klages, à propos du mysticisme, mais pour lui, il s'agit d'un mysticisme cosmique. C'est la combinaison du désir et de l'objet aimé. Et alors, à l'exclusion de la volonté. Et alors, je crois savoir que pour les mystiques aussi, c'est l'union de la volonté n'a pas beaucoup de choses à voir avec l'extase. Et alors, vouloir, je cite Cioran, et à mon avis, l'homme que décrit Cioran ici, le volontaire que décrit Cioran ici, correspond parfaitement à celui qu'on a appelé l'alexithymie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion d'alexithymie. Celui qui ne sait pas faire l'alexithymique est celui qui ne sait pas faire correspondre de mots à ses émotions.
Le volontaire de Clagus ressemble étrangement à cet Alexis Timique. Vouloir signifie se maintenir à tout prix dans un état d'exaspération et de fièvre. L'effort est épuisant et il n'est pas dit que l'homme puisse le soutenir toujours. Croire qu'il lui appartient de dépasser sa condition et de s'orienter vers celle du surhomme, c'est oublier qu'il a du mal à tenir le coup en tant qu'homme et qu'il n'y parvient qu'à force de tendre sa volonté, son ressort, au maximum. Or, la volonté qui contient un principe suspect et même funeste se retourne contre ceux qui en abusent. Il n'est pas naturel de vouloir, ou plus exactement, il faudrait vouloir juste assez pour vivre. Dès qu'on peut au-deçà ou au-delà, on se détraque et on dégringole tôt ou tard. Si le manque de volonté est une maladie, la volonté elle-même en est une autre. Ça résume assez bien Clagus aussi. Si le manque de volonté est une maladie, la volonté elle-même en est une autre, pire encore. C'est d'elle, de ses excès, bien plus que de ses défaillances, que dérivent toutes les infortunes de l'homme. Mais s'il veut déjà trop dans l'état où il est, qu'adviendrait-il de lui s'il accédait au rang de surhomme? Le surhomme, c'est notre transhumaniste. Il éclaterait sans doute et s'écroulerait sur lui-même. Et c'est par un détour grandiose qu'il serait amené alors à tomber dans un temps pour entrer dans l'éternité d'en bas. L'éternité d'en bas, terme inéluctable, ou peu importe en fin de compte qu'il arrive ou par dépérissement ou par désastre. Inéluctable, à moins que par miracle, le désir et la polarité l'emportent dans l'avenir sur la volonté et la causalité. Mumford est plus optimiste et bien des faits lui donnent raison. Tôt ou tard, écrit Mumford, nous apprendrons à nous extirper des débris que les nains, les lutins et les géants auront créés. Viendra un temps où, pour employer l'expression de Henry Adams, la mer sacrée supplantera les dynamos. Les perspectives d'avenir de notre architecture sont étroitement liées à une nouvelle orientation vers des objets symboliques dans les maisons, les jardins et les temples, car l'architecture résume la civilisation qu'elle exprime, et la masse de nos créations ne peut jamais être meilleure ou pire que les institutions dont elles tirent leur forme. Merci de votre patience. Voilà, merci infiniment. Il nous reste 1 heure selon l'horaire, donc 1 demi-heure pour chacun des prochains intervenants. Est-ce qu'on laisse des moments aux questions maintenant, après? Je pense que oui, ça mérite des questions. Ça mérite des questions. Alors, je vois qu'il y en a déjà, donc d'abord merci infiniment pour cette vision un peu... Moi, j'appelle ça nostalgique, mais je la partage énormément sur la techno-hystérie qui nous a envahis, et nous vous écoutons. Oui, vous avez parlé, monsieur, beaucoup d'égalité par rapport au développement technologique. Oui, C'est plutôt l'inverse. c'est vrai. Dans les courants transhumanistes que vous avez mentionné un peu en passant, je m'attendais à une plus grande analyse. Dans les courants transhumanistes, qui est très répandu, très puissant, surtout dans le monde de la transaction, les buts est finalement le suivant. On reconnaît qu'il n'y a plus d'évolution darwinienne possible, de sélection naturelle. Donc, il peut y avoir une sélection technologique faite par l'homme. Autrement dit, la création d'une nouvelle espèce humaine, qu'on appelle déjà les transhumains, ou avec un langage un peu politiquement correct, l'homme amélioré. C'est-à-dire, c'est quoi les transhumains? Ce sera l'homme qui a tout genre de prothèses dedans, des implants, tout genre implants électroniques, une sorte de double dans les cerveaux, par exemple, et je peux penser tout en même temps, connaître tout en même temps, tout genre de l'élimination de la vieillesse, l'élimination même, prolongement en tout cas, de la vie jusqu'au but de la mort, des transhumains. Or, ça coûte cher. Oui. Et ça coûte cher, ça veut dire que ça va être à la disposition d'une élite.
Les transhumains, ce sera une élite. Et ça sera probablement que ce n'est pas de la science-fiction. Donc nous, les pauvres, les autres, on sera les humains habituels, les humains anciens, qui nous serons les serviteurs de ces transhumains. C'est l'opposé de l'égalité. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais peut-être traduire en espagnol. Tal vez. Pardon. Sí, decía el señor que hoy en día hay una selección tecnológica transhumana y se trata de un hombre mejorado, se elimina la vejez y que esto cuesta mucho y que entonces solo sería para una élite, digamos, que pueda acceder a eso. Y je vous laisse répondre. Écoutez, vous avez parfaitement raison, j'aurais dû être plus explicite sur le sujet. Je m'en remettais à vous à l'avance. Je veux dire par là que je connais si bien la question. J'ai été le premier à parler du transhumanisme il y a 15 ans. Sur notre site Internet, il y a eu une source d'inspiration pour tous les auteurs français qui ont écrit sur le sujet. Je croyais que tout le monde ici savait ce que vous savez. J'ajoute une chose à ce que vous dites sur l'inégalité. C'est connu en France, excusez-moi. Ah bon, ben, j'ignore. Parfaitement inconnu, c'est plutôt dans le monde nordique et anglo-saxon. Ceux qui écrivent sur le transhumanisme en France, c'est des philosophes. Bon. Je les connais tous parce qu'ils sont tous inspirés de nous. Bon. Alors, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même plus précisément, les amis de Ray Kurzweil, entre parenthèses, Ray Kurzweil, c'est très égalitaire, il dépense 1 million par année pour sa santé. Il a tellement de capteurs pour analyser son organisme qu'il prend 130 pilules par jour et il s'en vante. Ça, c'est l'avenir de l'humanité qu'on nous présente, là. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un monde tout à fait inégalitaire, mais une inégalité qui ne procède pas de la nature, mais de la volonté et de la technique. Je dis qu'au même moment où il y a cette inégalité qui procède de la technique et de la volonté, il y a un refus de l'égalité, des inégalités naturelles. Ray Kurzweil est probablement un avorton qui veut par la technique, se comparer à Mathusalem. Ce qu'il affirme, c'est l'inégalité par sa richesse, mais en même temps l'égalité de nature avec les plus grandes natures. C'est là la nuance qu'il fallait faire. Alors, en parenthèse, ils ont déjà prévu leur pays, les transhumanistes. Parmi eux, il y a les plus grands spécialistes des hedge funds, les plus grands milliardaires comme Peter Thiel, qui est un philosophe, un disciple de René Girard, en parenthèse. Peter Thiel. Je ne dis pas qu'il est sous l'influence de René Girard, mais c'est un de ses disciples et je trouve ça significatif. Alors, Peter Thiel est en train de rassembler des fonds pour créer une île dans le Pacifique où ces génies du hedge fund et du transhumanisme pourront vivre entre eux en toute liberté, dans la liberté du meilleur des mondes, pendant que les pauvres humains qui sont nés d'une femme, c'est un grand malheur dans le meilleur des mondes de naître d'une femme. Pendant que les pauvres humains qui sont nés d'une femme et qui travailleront encore en usine feront vivre ces messieurs. Je vais peut-être vite traduire. J'ai fait en espagnol, Elisabetta, je ne sais pas si tu veux le faire après en italien. Bueno, es el rechazo de las inegalidades naturales, digamos, y bueno, solo traduzco el final del Señor que habló de una cosa inquietante, o sea, que toda esta gente rica que tiene acceso a toda la tecnología del transhumanismo, pues puedan alquilar una isla en el, no sé, en qué océano, Pacífico, donde ya, bueno, serán como una élite fuera de todo lo que es nuestro mundo. Moi, je voulais juste ajouter, si je permets, je vous donne la parole, madame, une petite question. Est-ce qu'on ne peut pas, dans un autre sens, parler justement d'une nouvelle forme d'égalité, c'est-à-dire que justement des gens qui peut-être n'avaient pas un accès à toutes sortes de cultures, d'informations, qui ont aujourd'hui accès, sont devenus un petit peu les nouveaux petits maîtres du monde, je mets entre guillemets,
alors que les vieux, je me mets dans les vieux qui n'ont peut-être pas toujours des facilités d'accéder parce qu'on ne comprend pas comment ça marche, etc. Nous sommes parfois un petit peu à l'extérieur. Quand on va dans les transports publics, vous citiez vos vestales de la réception, là tout à l'heure, on voit qu'ils sont branchés en permanence et ils savent accéder à toutes sortes d'informations que les autres, autrefois, ne savaient pas faire et que peut-être les personnes plus âgées n'arrivent pas. ¿Es que c'est pas aussi quand même une nouvelle forme d'égalitarisme? Estaba diciendo que tal vez al revés hay toda una gente joven que tiene acceso a tantísimas informaciones que tal vez la cosa sea más igualitaria que antes. Oh, il y aurait tant de choses à dire sur les jeunes branchés. Et là, on a un autre choix à faire qui est le même, au fond, en machination ou incarnation. C'est le cosmonaute et le coureur des bois. Il y a quelques décennies, je donnais une conférence qui avait beaucoup de succès. Je disais aux gens, vous aurez le choix dans l'avenir entre ressembler au cosmonaute, constamment branché, avec des machines qui lui disent quand uriner, quand respirer. Et le coureur des bois, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Radisson, notre coureur des bois préféré, qui a fait 3 fois le voyage de Québec à la baie du Tusson via les Grands Lacs dans sa vie, en se soignant uniquement avec des médicaments iroquois. Je veux dire, il y a quelque chose à quoi là, je suis peut-être un peu nostalgique quand je parle de ça, mais je pourrais citer Ivan Illich à ce propos-là. Il y a une perte d'autonomie qui s'accélère au profit d'une hétéronomie, et vos petits branchés, ils ne tirent pas leur sagesse d'une culture profonde, comme celle de mon père qui remplissait la maison de pommes à l'automne parce que son vieil instinct français lui disait qu'il faut manger des pommes à l'automne. Vos jeunes branchés écoutent la dernière directive, suivent la dernière mode, et ils sont... Je dirais que... Là, je citerai encore, pas Mumford, plutôt Burstyn. Burstyn qui disait, le peuple, on n'est pas comment on passe du peuple à la masse. Le peuple créait son folklore, le peuple créait son savoir, le peuple créait sa connaissance des aliments, la transmettait de génération en génération. La masse la reçoit de l'extérieur. La masse subit ce que le peuple créait. Et si je peux me permettre une métaphore simple, c'est la métaphore du brin d'herbe et du grain de sable. L'homme masse contemporain a la liberté du grain de sable. Il peut être extrêmement mobile, il peut aller où il veut, mais il finit par former, quand le vent souffle dans la même direction, il finit par former un tas. Tandis que l'homme analogue au brin d'herbe, on peut écraser le brin d'herbe, il va toujours survivre. Il va toujours conserver son identité. Mais là, la question de l'hétéronomie est extrêmement importante dans tout ce débat. Madame? Bonjour. Je pense que ce sujet-là est extrêmement important et je pense que le sujet de l'autonomie est aussi extrêmement important. Et cette autonomie, pour moi, j'ai un peu réfléchi là-dessus dans les dernières années, elle peut être retrouvée par un lien entre la relation du corps et de l'esprit. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la piste dans laquelle je la mets. Et le problème, c'est que justement, tout nous dissocie de ce corps. Que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les plus anciens qui, par toutes sortes de surmédicalisation, par les biotechnologies, etc., tout nous amène de plus en plus à être dissociés de nous-mêmes. Et donc, je pense que ça peut passer par une réhabilitation du corps. Et quand vous avez mentionné tout à l'heure que c'était bien malheureux d'être né chez les femmes à la fin de... Je citais Gunther Anders. Oui, non, j'ai compris. Mais voyez-vous, comme concept, effectivement, il y a là un élément qui aussi fait en sorte qu'on veut jusqu'à aller dissocier les enfants des femmes et
En d'autres termes, tout faire en sorte que la relation saine à ce qui habite dans le corps, c'est-à-dire non seulement la sensibilité, non seulement l'intuition, non seulement les facultés psychiques qui passent par le corps, que cette dissociation soit complète. Ça, c'est le constat. Maintenant, la piste, et là, parce que c'est un sujet qui m'emballe, la piste, pour moi, enfin, je vais me limiter à ça pour le moment, passe par une réunification du corps. Et là, il y a matière à discuter pendant très très longtemps, parce que avant, on est passé d'un corps à une relation sacrée, donc d'un corps sacré à un corps biotechnologique. C'est cela. Alors, je ne sais pas... Oui, madame, vous avez ouvert plusieurs portes, j'espère pouvoir en reparler avec vous. Je veux simplement ajouter que ma conviction profonde, c'est que la religion catholique, la religion du Dieu incarné, parce qu'elle est la religion du Dieu incarné, il salue. Je veux dire, si l'humanité entière ne se rallie pas à quelque chose qui s'apparente au Verbe incarné, à l'incarnation telle que je l'ai définie, il n'y a pas d'espoir. Et alors, je reproche un peu au Christ de s'être incarné il y a 2000 ans, parce que c'était un peu facile à l'époque. L'idée d'incarnation allait presque de soi. Imaginez un peu s'il s'incarnait aujourd'hui, à Hollywood, chez Google, dans les bureaux de la singularité. Ce serait pour l'humanité une découverte extraordinaire. La grande question que je me pose moi-même depuis longtemps, c'est que c'est celle de ce que j'appelle l'art de la greffe. Comment pouvons-nous nous greffer, nous devenus machines à notre insu, sur un milieu vivant afin de redevenir vivant? Comment la résilience, la question a été posée par d'autres, est-elle possible? Pour ma part, à l'âge de 30 ans, j'ai quitté les machines et je me suis greffé sur une ferme idyllique dans les cantons de l'Est, avec l'espoir qu'un jour, j'admirerais la façon dont les haricots s'enroulent autour de la tige pour... En fait, moi, j'appelle pas ça une greffe, j'appelle ça retrouver un lien. Je m'excuse. Voilà. Oui, je crois qu'on va devoir... Juste alors 3 mots pour expliquer quel a été l'échange. Entonces se hablaba de la disociación del cuerpo, la señora lamentaba este aspecto y quería que se reunificara otra vez el cuerpo y nuestro amigo dijo pues que una de las formas de reunificar el cuerpo sería precisamente a través de la religión del Dios encarnado, ¿no? Entonces hemos hecho la vuelta, no sé. Je crois qu'il faut passer maintenant sans doute. Merci beaucoup. Merci. On applaudit notre conférencier. Et nous donnons la parole